Un propriétaire de bar prêt à ouvrir son établissement a été retrouvé mort. Le suspect lui a tiré dessus 2 fois de façon exécutive avant de prendre la fuite. Une petite ville de l'Illinois laissée dans la peur. Cet acte de violence a profondément marqué notre communauté. Chasse à l'homme pour retrouver le tueur présumé. Ce suspect a quitté les lieux avec une arme à feu et doit être considéré armé et dangereux. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous devons absolument parler de cette affaire de l'Illinois, car elle est tragique, glaçante, horrible et difficile à comprendre. C'est une histoire triste qui suscite aussi des sentiments négatifs et de la colère face à ce que l'on apprend sur le suspect récemment arrêté. Maintenant, je veux que vous vous mettiez à leur place dans cette situation. La situation de quelqu'un qui possède un bar prospère, quelqu'un qui est profondément lié à sa communauté, un parent et un fiancé. Tout cela à seulement 30 ans, cette personne qui a une vie incroyablement accomplie. Et vous ouvrez ce bar local, vous vous préparez à commencer le travail. Vous accueillez des clients que vous avez appris à connaître et à aimer, et vous espérez rencontrer de nouveaux visages. Peut-être aussi à mesure que votre entreprise continue de se développer. Mais en un instant, tout, et je veux dire absolument tout, prend fin de façon violente et dévastatrice. Ce petit bar de la ville, il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Actuellement, la communauté de Moment, Illinois, et beaucoup d'autres cherchent des réponses et la justice. Passons au sujet principal. L'histoire s'est déroulée le lundi matin 2 février. Le nom de ce bar, le Line Bar, et c'est une communauté en dehors de Moments, dans l'Illinois. Et cet établissement se préparait à ouvrir pour la journée. Moments se trouve à environ 105 km de Chicago, juste à la frontière entre l'Indiana et l'Illinois. C'est un endroit rural, un endroit où tout le monde se connaît. La propriétaire, Courtney Drisdale, 30 ans, suivait sa routine matinale habituelle, seule, selon les autorités. Et je veux que vous gardiez à l'esprit que dans cette région rurale de l'Illinois, près de la frontière avec l'Indiana, il s'agit d'une communauté d'environ 4000 habitants. Et cet endroit est aussi basé sur les statistiques criminelles que nous avons consultées. C'est considéré comme un endroit sûr où vivre, un endroit où des histoires comme celle-ci n'arrivent pas régulièrement. Honnêtement, quand on entend certains détails de cette affaire, on se rend compte que de telles histoires, on dit, sont rares. Donc pour revenir à ce que la police dit, s'être passé lundi, on pourrait croire que ce serait une journée normale pour ouvrir un bar, mais ce n'était évidemment pas le cas. Vers 11 heures du matin, l'individu sur les photos. Diffusées, ces images montrent le suspect entrant dans le Line Bar, brandissant une arme et exigeant l'argent de la caisse. Courtney s'apprête à ouvrir pour la journée et affronte son pire cauchemar. La police affirme qu'elle a été braquée sous la menace d'une arme dans le bar qu'elle a dirigé avec succès pendant près de 4 ans. Mademoiselle Drisdale s'est conformée aux exigences du suspect. Courtney a bien agi. Elle aurait donné à l'agresseur armé ce qu'il voulait. Et l'espoir était qu'en faisant cela, cette personne lui épargnerait la vie. Mais ce n'est pas ce que disent les forces de l'ordre. Malgré sa coopération, le suspect lui a tiré dessus à 2 reprises de façon exécutive avant de prendre la fuite. Nous intervenons également en cas d'arrêt cardiaque au Cavalier Sports SARS. Nous avons maintenant des enregistrements radio de la police qui montrent les répartiteurs appelant les forces de l'ordre et les premiers intervenants à se rendre dans ce bar. Autrefois nommé Cavaliers Sports Bar, ils ont d'abord été appelés pour un arrêt cardiaque, mais la situation était bien plus grave. Lorsque les adjointes sont arrivées, ils auraient trouvé Courtney abattue et elle n'a pas seulement été tuée par balle. Ils disent que la personne qui a fait ça lui a tiré dessus. De façon d'exécution maintenant. Les détectives ont tout de suite ouvert une enquête pour homicide et le bureau du shérif de l'Illinois a rapidement cherché des réponses. Ils ont ensuite fait une grande avancée dans cette affaire. Avant de partir, le suspect a tenté de retirer ce qu'il pensait être un appareil d'enregistrement numérique du mur. Cependant, les enquêteurs ont récupéré des preuves vidéo. Nous sollicitons l'aide du public pour identifier cet individu. Le suspect a été filmé près du bar. Il portait un uniforme de chantier, il tenait une planchette à pince et ils ont également obtenu une image de son véhicule de fuite. La BMW blanche a été filmée et diffusée sur la page Facebook du shérif.
Les réseaux sociaux ont grandement aidé à traduire cette personne en justice. En voyant le suspect avec sa tenue de chantier et sa planchette, on se demande s'il travaillait ou si c'était juste un uniforme. Faisait-ce partie d'un plan présumé pour cambrioler cette entreprise et soi-disant tuer la personne qui s'y trouvait seule? Quoi qu'il en soit, la police dit avoir identifié leur cible et a sollicité l'aide de la communauté sur les réseaux sociaux pour la retrouver. Nous sommes déterminés à traduire en justice le responsable. La chasse aux meurtriers de Courtenay a commencé. Le bureau du shérif dit avoir été submergé de témoignages et d'informations venant de cette région rurale. Ces informations ont permis à nos agents d'arrêter un suspect lié à l'affaire le lendemain. La chasse à l'homme s'est achevée le mardi 3 février. Plus de 26 heures se sont écoulées depuis cet acte odieux. Des agents de notre service, ainsi que du service de police de Hammond et de la Great Lakes Regional Fugitive Task Force des U.S. Marshals, ont arrêté Julius E. Burks Jr., âgé de 47 ans, pour le meurtre de Courtenay. En un peu plus d'une journée, le suspect, identifié comme Julius E. Burks Jr., âgé de 47 ans, a été repéré et arrêté de l'autre côté de la frontière, dans l'Indiana. Il a été arrêté à Hammond, Indiana, à environ 58 km du lieu du crime où il aurait tué Courtney Drysdale. Dans le bar qu'elle possédait depuis des années, Burks est désormais détenu dans l'Indiana, selon le shérif du comté de Kankakee, Illinois. Certains obstacles juridiques apparaissent car cela a eu lieu hors de l'État. Il attend une audience d'extradition avant d'être renvoyé dans l'Illinois pour comparaître devant un juge. Maintenant, il y a cette terrible tragédie, mais une arrestation apporte certainement un certain soulagement au public, puisque ce tueur présumé est désormais en détention. Mais il reste tellement de questions sur les raisons pour lesquelles cette personne serait allée dans ce bar. Comment savait-il que ce bar serait un endroit où une femme se trouverait seule en train de se préparer à ouvrir? Et pourquoi elle serait, soi-disant, sa cible? Je remercie sincèrement tous ceux qui ont aidé et soutenu notre enquête. La communauté s'unit dans ces moments pour écarter un individu dangereux. Cela apporte du réconfort à une famille en deuil et rassure aussi notre communauté. C'est une façon de dire à ceux qui commettent de tels crimes horribles qu'ils ne sont pas les bienvenus dans nos communautés et qu'ils méritent de passer le reste de leur jour derrière les barreaux. À présent, ce suspect est au centre d'un crime violent et tragique. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les forces de l'ordre disent que ce n'est pas sa première confrontation avec la justice. Burks n'est pas un inconnu pour notre système de justice pénale, et sans entrer dans les détails spécifiques qui seront probablement révélés devant un tribunal au moment opportun. Je peux dire qu'il a eu un passé violent, ce qui démontre qu'il n'aurait jamais dû se retrouver dans nos rues pour commencer. Vous avez un suspect au passé violent, mais on ignore l'ancienneté de son casier. Le shérif s'interroge sur sa présence dehors et sur une possible liberté conditionnelle. Avait-il déjà purgé une peine de prison par le passé? Pour l'instant, rien de tout cela n'est clair, mais cela sera certainement révélé au fur et à mesure que nous continuerons à suivre cette histoire et que la procédure judiciaire avancera. Nous savons seulement que Burks attend son extradition vers l'Illinois, où il sera confronté aux accusations concernant la mort de Courtney. Pour l'enquête, beaucoup de questions restent sans réponse. L'enquête se poursuit. Nos enquêteurs et le bureau du procureur du comté de Kankakee ont encore beaucoup à faire. Je veux assurer la communauté que l'homme a été arrêté et est en détention. Donc lorsque nous avons commencé cette histoire, j'ai parlé de cette femme de 30 ans, Courtney Drysdale. Nous avons évoqué sa vie et tout ce qui allait si bien pour elle, les choses qui faisaient d'elle une personne spéciale. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle travaillait dur. Et les médias locaux ont détaillé le projet de Courtney d'acheter le bar Line. Après, elle a été barmaid ici plusieurs années, puis a acheté le bar, devenant une propriétaire prospère et barmaid à succès pendant 4 ans, seule. Le personnel l'adorait, les clients l'adoraient. En plus de posséder un commerce, Courtney était mère d'une fille scolarisée et fiancée à un partenaire aimant. En décrivant l'esprit de Courtney, son ami de longue date a déclaré à ABC7 à Chicago: elle était probablement la personne la plus gentille. Je pouvais toujours aller la voir pour n'importe quoi. Elle aurait littéralement tout donné pour quelqu'un et elle était toujours là pour tout le monde. Même contrariée ou en difficulté, elle oubliait ses soucis pour rendre les autres heureux. Le bureau du shérif a également déclaré qu'elle apportait beaucoup de lumière aux autres.
Nous sommes maintenant rejoints pour parler davantage de cette affaire et de ce qui pourrait se passer ensuite. L'ex-détective du NYPD et co-animateur du Bouclier d'Or, Tom Smith. Ravi de vous accueillir sur Law and Crime. C'est une affaire horrible car il s'agit de quelqu'un qui semblait tout avoir et tout faire correctement. Vous savez, mère, épouse, chef d'entreprise. Et puis cet homme serait entré alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir son commerce et il lui a ôté la vie. Quand on parle d'un vol à main armée, comme les forces de l'ordre l'ont décrit, ils disent ensuite qu'il lui a tiré dessus. Style exécution. Qu'est-ce que ça vous dit sur ce qui s'est passé ici? Oui, comme tu l'as dit, Chris, c'est vraiment triste. On ne veut jamais voir ça arriver. Et ce n'est pas normal de participer à un vol, d'en être l'auteur, puis d'escalader jusqu'à un meurtre de style exécution. Cela arrive rarement, donc certains facteurs ont sans doute influencé cette affaire. Elle a peut-être fait volte-face et l'a reconnu, elle a peut-être dit qu'elle le connaissait, qu'elle se défendait contre lui. Ou alors, vous savez, il n'a pas eu assez d'argent et il était agacé et en colère. Tous ces facteurs sont des expériences passées que j'ai vues et qui expliquent pourquoi des vols comme celui-ci arrivent. Cela ne justifie pas les vols. Ne vous méprenez pas. Celui-ci était facile, c'était comme une balle au sol. Il est armé, elle est seule. Le magasin est fermé. Prends l'argent et pars. Donc, il y a eu autre chose là-dedans qui s'est passé, qui a fait que c'est devenu ce que c'est, ce qui est tellement triste et insensé. Lorsqu'il s'agit d'un meurtre d'exécution, c'est le comble du sang-froid. Avec du recul après l'arrestation, nous avons eu un avantage. Et on voit la voie qu'a suivie la police, mais il aurait pu y avoir plusieurs chemins différents qu'ils auraient pu emprunter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand on intervient sur une scène comme celle-ci avec une femme abattue, elle était connue de beaucoup de gens, elle était certainement aimée par la communauté. Sans savoir qui l'a fait, quelles sont vos premières démarches pour comprendre ce qui s'est passé? Eh bien, Utilisez la technologie à votre avantage, surtout aujourd'hui pour faire respecter la loi. Et vous commencez simplement par examiner les vidéos dans le magasin, dans les environs, les autres boutiques, les caméras de circulation, tout ce qui se trouve dans cette zone et qui peut vous aider à identifier cet individu ou une voiture. Heureusement, dans ce cas, ils avaient les deux. Mais c'est par là que vous commencez. Et ensuite, vous remontez un peu en arrière vers le cercle proche de la victime et l'emplacement du vol. Et ensuite, vous examinez la scène de crime. Y a-t-il de l'ADN, des preuves laissées sur place? Quel type d'arme a été utilisé? Vous voyez tout ça. Vous commencez par identifier la partie la plus importante et utiliser les caméras à votre avantage. Et ensuite, vous progressez vers la scène de crime et vous rassemblez plus de preuves. en tant qu'observateur extérieur, je veux dire, vous savez, apprendre qu'elle a été abattue de façon exécution, vous voyez? Avant que l'arrestation ne soit faite et qu'il diffuse les images de la personne qu'il pensait responsable. Quand on entend ça, on pense que c'est personnel, qu'il y a une sorte de lien avec elle. Et au final, selon la police, il s'agissait d'un vol à main armée. Ils n'ont pas précisé quel type de lien il aurait pu avoir avec elle par le passé, s'il y en avait un. Quand on voit comment elle a été abattue, cela peut-il vous induire en erreur ou vous faire vous interroger? Par exemple, un membre de la famille ici a eu des problèmes avec elle dans ce cercle proche. Contrairement à un cas où une personne au passé violent aurait saisi une opportunité, serait entrée dans ce bar et aurait commis un acte horrible. Oui, c'est pourquoi, en tant que détective, tu dois toujours aborder une scène de crime avec un esprit ouvert, sans préjugés. Oh, je pense que c'est arrivé car sinon cette idée prendra le dessus et t'emmènera sur la mauvaise voie. Tu dois toujours entrer l'esprit ouvert et clair en pensant que n'importe qui aurait pu faire ça. Et c'est pourquoi tu commences ensuite à analyser son passé, celui du bar, le quartier, les autres schémas criminels, les autres personnes qui ont été impliquées dans quelque chose comme ça. Où sont-ils, tu sais, les anciens auteurs dans et autour de cette zone? Y a-t-il des schémas, même dans les comtés voisins, qui ressemblent à celui-ci? Donc, tu commences maintenant à utiliser tes ressources en contactant d'autres départements et d'autres municipalités pour voir s'il y a des similitudes. Pour ce meurtre ou ce vol, cela pourrait t'aider à identifier quelqu'un. Dans ce cas, ils ont diffusé une photo avant son arrestation. Le suspect, Julius Burks. Il a 47 ans et ils ont publié sa photo. Il porte un gilet de sécurité et une planchette à pince. Mais nous ne savons pas qui est cette personne. Je veux dire, quand tu regardes ça et que tu vois ça,
Comment fais-tu pour découvrir exactement qui est cette personne et ensuite commencer la chasse à l'homme pour essayer de le retrouver? Eh bien, voici la meilleure partie de tout ça. Oui, la police veut l'identifier, mais nous n'en avons pas besoin car quelqu'un le reconnaîtra et nous aidera. Et c'est l'essentiel lorsqu'on diffuse des vidéos, des photos ou tout ce que vous avez, parce que quelqu'un va le reconnaître, reconnaître la voiture, l'endroit, la zone, ce qu'il porte. Dans d'autres vidéos et émissions qu'on a faites, Chris, la façon de marcher, le mouvement des bras, ce genre de choses, si tu connais cette personne, tu vas la voir sur une vidéo et tu sauras immédiatement de qui il s'agit. Et c'est là-dessus que tu comptes. Et je l'ai dit tellement de fois, tu sais, aussi dans ton émission. La police ne peut pas être partout, mais le public, lui, le peut. C'est pour ça que tu veux diffuser les vidéos et les photos aussi rapidement pour obtenir cette aide du public. Et il semble vraiment que dans ce cas, je sais que c'est facile à dire pour moi dans les médias, où on aime voir des images, on aime voir des vidéos, tu sais, ces éléments qui arrivent et qui racontent l'histoire de ce qui se passe. Ce comté rural de l'Illinois a surtout utilisé les réseaux sociaux et le public pour retrouver cette personne. Parce qu'il y a cette autre partie où on a vu la photo de la BMW qui aurait été liée à tout ça, et ensuite cela les a aidés à le retrouver de l'autre côté de la frontière, dans l'Indiana. C'est l'autre aspect, c'est comme d'accord. Après avoir identifié la personne, comment déterminez-vous précisément où elle est? Je veux dire, jusqu'à quel point? Peut-être qu'il s'arrête simplement dans une station-service et qu'il y a un policier là qui se dit: «Oh, c'est le véhicule qu'on recherche». Je veux dire, quel est le processus réel pour identifier où se trouve cette personne et l'arrêter? Oui, comme je l'ai dit, tu vas rassembler des vidéos. C'est une tâche difficile, je l'ai déjà fait. Ça prend beaucoup de temps d'aller de magasin en magasin et tu commences à rassembler les éléments. Mais ensuite, parce qu'une voiture est impliquée dans cette affaire, un véhicule est impliqué dans cette affaire. Maintenant, tu commences à t'appuyer sur les caméras de circulation et les LPR, qui sont des lecteurs de plaques d'immatriculation, et tu commences à rassembler tout ça et à affiner ta recherche. Une partie de ta recherche, c'est qu'ils savent que c'est une voiture blanche, ils savent qu'elle vient de cette zone, ils savent où le crime a eu lieu. Donc tu as un point de départ et ensuite tu avances à partir de là. Pont, tunnel, péage, peu importe, c'est sur cela que tu veux t'appuyer. Tente d'identifier le véhicule et, si possible, la plaque pour retrouver l'identité du conducteur ou du propriétaire. Il a été arrêté là-bas car l'incident s'est produit dans le sud de l'Illinois. Il est donc facile de passer la frontière vers l'Indiana pour l'extradition. Et, tu sais, travailler avec un service de police qui n'est peut-être qu'à quelques kilomètres, mais qui se trouve en réalité dans un autre État. Quels obstacles existent? Cela complique le processus juridique pour poursuivre cette personne. En fait, ce n'est pas si difficile, tu sais. Il va être arrêté et il a été arrêté dans l'Indiana. Ensuite, il va avoir une audience d'extradition à laquelle il va soit renoncer, tu sais, à ce droit, soit il va faire valoir ses droits et ralentir un peu le processus. Le ramener dans l'Illinois ne pose pas de problème, mais s'il refuse l'extradition, il faudra peut-être une semaine de plus pour organiser une autre audience et tout régler. Mais s'il y renonce, alors c'est très simple et il est ramené dans l'Illinois où il va faire face à ces accusations. On ignore son passé précis, mais la police évoque une histoire violente. Donc on finira sans doute par en entendre parler. Il a peut-être été arrêté, en liberté conditionnelle ou hospitalisé. Dans quelle mesure le casier judiciaire d'une personne compte-t-il lorsque vous envisagez de poursuivre une affaire aussi horrible que celle-ci? Je veux dire, cela pourrait être sa première confrontation avec la justice. Et cela reste une accusation incroyablement grave qui pourrait, vous savez, probablement l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Comment se passer, même dans une affaire aussi horrible que celle-ci, influence-t-il la façon dont il est poursuivi? Malheureusement, rien de son passé ne peut être présenté au procès. Il faut donc se concentrer sur la raison de son incarcération. Cela aide-t-il à comprendre le mobile? Oui, en raison de son passé et de ses motivations. Il a peut-être déjà commis d'autres vols. Mais lorsqu'il s'agit de le poursuivre pour ce crime, ses crimes passés ne seront pas recevables devant le tribunal. Mais ce n'est pas grave, parce que s'ils ont suffisamment de preuves contre lui pour cette affaire, il n'est vraiment pas nécessaire de le faire. Cela ne sera pris en compte que s'il ouvre lui-même la porte et révèle quelque chose, à préciser la défense concernant son passé. Mais la plupart des avocats de la défense n'iront pas jusque-là. Pour le mobile, même si on en a déjà parlé, c'est utile, mais pas indispensable. À ce stade, tout cela paraît très aléatoire. Avant, des informations ont été divulguées sur pourquoi ce bar.
Comment savait-il qu'elle allait être là à ce moment-là, sachant qu'elle allait peut-être être seule? Ces informations sont-elles essentielles pour poursuivre l'affaire? Eh bien, ça rend l'affaire plus importante parce que ça la rend plus solide. Parce que maintenant, vous avez un récit, vous savez, du point de vue de l'accusation, vous ne vous contentez pas de dire d'accord. Il est entré, il lui a tiré dessus. C'est la fin de l'histoire. Maintenant, vous construisez une histoire sur les raisons pour lesquelles il a fait cela. Et les jurés adorent ça. Les jurés aiment entendre les raisons, vous savez. Ce n'est pas nécessaire pour l'accusation, mais cela influence beaucoup plus le jury. Elle le connaissait, a dit cela ou a commencé à se battre. Ou quelle que soit la situation dans n'importe quelle activité criminelle, les jurés aiment entendre les motifs et les raisons. Donc, si vous avez cela, c'est bien plus favorable à l'accusation et oblige la défense à se justifier. Quand on regarde les vols à main armée, ce sont des situations terrifiantes pour les personnes impliquées, mais on voit des cas où l'on sait qu'il s'agit d'un vol à main armée. Vous ignorez si l'auteur comptait vraiment utiliser son arme. À quelle fréquence voyez-vous ce genre de cas? Quelqu'un arrive et les choses deviennent aussi violentes qu'à l'intérieur de ce bar, dans l'Illinois. Oui, la plupart des vols à main armée sont violents à cause de l'arme, mais comme je l'ai dit, la majorité ne le sont pas car les vols sont rapides. Les auteurs veulent juste entrer, prendre l'argent et partir. Plus ils restent, plus ils attirent l'attention. Plus ils restent longtemps sur les lieux, plus il y a de chances que quelqu'un les voie, que quelqu'un arrive, que quelqu'un les regarde partir ou autre. La plupart des braquages sont très rapides. On entre et on sort. Prenez ce dont vous avez besoin, dans ce cas, l'argent, et partez de là. Donc restez sur place, et en plus de ça, tuer quelqu'un, c'est un très très grand pas. Oui, c'est une affaire tragique et terrifiante. Cette femme, fiancée, mère d'une fille, chef d'entreprise, avait 30 ans et on pense simplement à quelqu'un avec un passé violent qui arrive et qui commet un crime tout simplement horrible, présumément. Nous verrons comment le procès va se dérouler. Tom Smith, détective à la retraite du NYPD, co-animateur de l'émission The Gold Shield Show. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'avoir discuté avec nous. Merci comme toujours, Chris, j'apprécie. C'est tout pour cette édition de On the Case présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.